Si on a un cancer évolutif, si on a un cancer actuellement, tout ce que je vous ai dit est valable aussi. Mais on peut faire un pas de plus vers une nutrition thérapeutique. Et donc ce que je vais vous raconter maintenant, ce n'est pas pour quelqu'un qui est en bonne santé ou qui veut faire de la prévention, c'est pour quelqu'un qui est malade, on est bien d'accord. Quand on a un cancer, on a dit le sucre nourrit la cellule cancéreuse et l'insuline va stimuler cette cellule cancéreuse. Donc si on sait ça, et comme c'est prouvé par la science, il est essentiel, on peut aller jusqu'à se dire, alors à ce moment-là, arrêtons les sucres et arrêtons l'insuline. Et effectivement, des gens sont allés jusque-là, parce que si vous arrêtez de manger des sucres, vous arrêtez de fabriquer de l'insuline. Et ne pas manger de sucre, c'est ce qu'on appelle un régime cétogène. Pourquoi? Parce que quand on ne mange pas de sucre, on mange zéro sucre, on va fabriquer des corps cétoniques. Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait des jeûnes, parce qu'en fait, un régime cétogène, c'est un jeûne, sauf que c'est un jeûne où on mange certains aliments, alors que dans le jeûne, on ne mange rien. Mais dans les deux cas, que ce soit le jeûne ou le régime cétogène, on mange zéro sucre. Eh bien, quand on mange zéro sucre, on a une haleine acétonique, d'acétone, on fabrique des corps cétoniques, c'est une réaction physiologique. Or, ces corps cétoniques, en plus, ont un rôle intéressant en cancérologie, mais le plus intéressant dans le régime cétogène, c'est qu'on a zéro sucre, zéro insuline. C'est une alimentation qui est complexe à suivre, et on est bien d'accord, elle est faite pour des gens qui ont une maladie actuelle, active, et on propose ça à des gens qui ont des cancers un peu évolutifs, un peu agressifs. L'avantage de ce régime cétogène, contrairement au jeûne, c'est qu'il ne dénutrit pas. Un jeûne, on va pouvoir le faire 15 jours. Si on le fait plus, on va commencer à faire de la dénutrition. Un régime cétogène, on peut le faire 18 mois. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ce régime cétogène, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui est validé par la science dans une maladie qui est l'épilepsie. Et on fait des régimes cétogènes, juste pour vous dire quand même que ce n'est pas quelque chose d'absurde, de dangereux ou qu'on a sorti de notre chapeau. Les neurologues à l'hôpital, les pédiatres neurologues donnent des régimes cétogènes à des enfants épileptiques. Et des fois, c'est le seul traitement efficace dans certains cas d'épilepsie. Et ces enfants vont grandir malgré le fait qu'ils mangent zéro sucre. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut le faire et que ce n'est pas quelque chose de dangereux. Après, il y a des règles, il doit y avoir un suivi, etc. On l'explique dans le livre, mais sans rentrer dans les détails, parce qu'il faut vraiment avoir un suivi médical et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, chez le patient cancéreux, c'est vraiment intéressant. Évidemment, ce n'est pas un enfant épileptique, il est épileptique, mais sinon il est en bonne santé, donc il n'est pas dénutri. Malheureusement, un patient qui a un cancer peut être dans une phase de dénutrition à cause des chimiothérapies ou à cause de maladies. À ce moment-là, on ne fera pas de régime cétogène, on ne peut pas faire ça chez des patients trop faibles. Donc c'est intéressant d'y penser pas trop tard. C'est-à-dire que c'est sûr que ce n'est pas un régime qu'on fait sur ce qu'on appelle un cancer en stade terminal. Donc on peut le faire dans les phases de rémission si on a un très gros risque de récidive. Il y a des cancers, on sait malheureusement. Pour ça, il faut aussi dire aux patients, il faut aussi être capable de dire aux patients, vous êtes en rémission, mais vous avez un risque élevé de récidive, donc peut-être qu'il faut aller plus loin dans la prévention. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je vous l'ai dit, c'est compliqué, même dans notre livre, on ne l'a pas détaillé complètement, mais il existe 2 livres, le régime cétogène contre le cancer, qui explique ça de façon un peu scientifique, mais qui est tout à fait abordable, et un régime de recettes qui est formidable, le livre Céto Cuisine, qui nous montre comment faire des recettes sans sucre. Et vous voyez qu'on a une tarte aux fraises ici, elle est sans sucre. Et pour ceux qui sont intolérants au gluten dans la salle, la pâte ici, elle est faite avec du chou-fleur râpé. Eh bien, c'est étonnamment bon. Je vous assure, c'est étonnamment bon. On fait des choses extraordinaires. Donc c'est assez amusant en plus, si vous voulez, à découvrir les recettes qu'on peut faire comme ça pour manger moins de sucre. Et de toute façon, manger moins de sucre, même si vous n'êtes pas en cétose, vous pouvez très bien faire une tarte comme ça pour dimanche, parce que ça vous fera manger moins de sucre, tout simplement. On peut manger un peu de fraises, parce que les fraises sont très très peu sucrées, comme les myrtilles et toutes les autres. Voilà. Et sinon, j'ai écrit donc le livre que j'ai écrit avec mon confrère Alain Dumas, qui reprend un petit peu tout ça, et beaucoup d'autres choses, puisque dans ce livre, il y a, avant tout, avant l'alimentation même, comment accompagner, que faire quand on a un traitement contre le cancer, quand on doit suivre une chimiothérapie, une radiothérapie, une hormonothérapie, etc. C'est peut-être l'essentiel du livre. Et juste, je vais finir, j'avais fait une conclusion pour l'alimentation.
Voilà, c'était pour... D'abord, j'aime beaucoup cette phrase, et c'était pour vous rappeler que dans le cancer, il y a 2 critères importants émotionnels. Je pense que 98% des patients que j'ai accueillis dans mon cabinet qui avaient un cancer sont des gens qui ne s'occupaient pas d'eux. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Il y a une phrase, une maxime biblique qui dit « Aime les autres comme toi-même ». Et donc, elle dit bien « comme toi-même ». Sous-entendu, pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi. Et j'ai souvent constaté que des patients qui avaient des cancers étaient des gens qui ne s'occupaient jamais d'eux. Ils s'occupaient beaucoup des autres, des gens très généreux, très sympathiques, mais qui ne s'occupaient pas d'eux, qui ne s'écoutaient pas, qui n'écoutaient pas leur corps. Et par ailleurs, il y a un autre point essentiel. S'il y a une cause universelle au niveau émotionnel qui peut favoriser, pas créer, favoriser l'apparition d'un cancer, ce sont les peurs vécues dans le silence et la solitude. Et c'est pour ça que, tout à l'heure je vous disais, il y a 2 traitements du cancer essentiels, l'activité physique et le lien social. La première chose à faire quand on a un cancer, c'est de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être entouré, de pouvoir être aidé, d'accepter d'être aidé, de s'occuper de soi. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que cette phrase, qui est une phrase philosophique, qui n'est pas du tout spécifique au cancer, me plaît bien dans ce contexte. Alors, donc, on peut accompagner les patients qui font des chimiothérapies. Je voulais juste vous montrer quelques éléments assez simples, hein, on ne va pas faire de science. Je vais aller un petit peu plus vite que pour l'alimentation, parce qu'on peut vraiment aider. Je vous assure, c'est le jour et la nuit. Hein. Les patients qui suivent les traitements le savent parce que des fois ils arrêtent, ils en ont marre, voilà, et ils disent « Oh là là, j'ai arrêté docteur, mais là, pendant 2 mois avec ma chimio, j'ai été malade pour ci, pour ça. » Franchement, donc on peut aider beaucoup sur les nausées et sur le foie, l'intestin. On peut protéger ce qu'on appelle les 3 lignées sanguines, c'est-à-dire les globules blancs, globules rouges, plaquettes, parce que vous savez peut-être que c'est un des effets secondaires importants des chimiothérapies. On peut faire de la prévention des infections, parce qu'à cause des chimios, le système immunitaire baisse, et on va être beaucoup plus sensible aux infections. Et on peut faire des préventions plus spécifiques. Ça, je ne vous le détaillerai pas ce soir. Et on détaille tout ça dans le livre. Avec de l'homéopathie en particulier, on a vraiment des résultats tout à fait passionnants sur certains petits détails, sur les neuropathies, etc. Et on peut bien sûr aider l'état général, prévenir les carences, etc. Et surtout, là aussi je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais j'en parlerai un peu, soutenir l'immunité, puisque l'immunité va plonger pendant les chimiothérapies. On peut même potentialiser les traitements hospitaliers, mais j'en parlerai pas, c'est-à-dire faire que le traitement soit encore plus efficace. Alors dans le foie et le nausée, il y a une plante de référence, certains d'entre vous ont forcément entendu parler, le desmodium. Le desmodium, c'est la plus belle plante pour le foie quand on a une chimiothérapie. Il y a plein d'autres plantes formidables pour le foie, j'en citerai 1 ou 2 après. Mais le desmodium, c'est une plante africaine, une plante qui pousse essentiellement, plante sauvage dans l'Afrique équatoriale ou en Afrique... oui. C'est une plante, c'est un hépatoprotecteur. En fait, on le donne dans les hépatites, quand les gens ont des hépatites, et on s'est rendu compte que c'était utile aussi dans les chimiothérapies. Donc, quel que soit l'agresseur, si c'est un virus, dans les hépatites, ou si c'est la chimiothérapie, lorsque on a un traitement contre le cancer. L'idéal, c'est de la prendre en décoction. Ça tombe bien, c'est la meilleure façon de le prendre, c'est le plus efficace et c'est le moins cher. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre 1 litre de décoction par jour et que 1 litre de décoction qui n'est pas très bonne, quand on a des chimiothérapies, les gens n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser des sirops. Mais si on y arrive, la décoction, c'est encore mieux. Mais sinon, on a des sirops. Ça veut dire que si je parle des sirops, c'est parce que les gélules ne marchent pas. Donc sachez ça, hein, les formes gélules ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de principes actifs quand on prend des gélules. Il faudra en prendre 60 par jour. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est un premier point à connaître sur le desmodium. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme posologie? C'est des posologies assez importantes pour de la phytothérapie. On donne 10 grammes de plantes dans les hépatites, 6 à 10 grammes dans une chimiothérapie. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut souvent beaucoup de gélules si on devait utiliser les gélules. Donc on peut faire bouillir la plante. C'est ce qu'on appelle la décoction, hein, pour ceux qui ne savent pas. La tisane, on fait infuser. La décoction, on fait bouillir la plante pendant 15 minutes et on boit cette boisson toute la journée. Donc c'est un peu beaucoup. On a un certain nombre de sirops, on l'évoque et d'ailleurs on a décidé dans notre livre de donner
les marques qu'on utilise nous, les produits qu'on utilise nous, il y en a beaucoup, hein, c'est pas pour favoriser un laboratoire plus qu'un autre, puisqu'on doit citer 5 ou 6 desmodium. Il y en a vraiment un certain nombre qui sont très bons, mais il y en a aussi qui ne sont pas très bons. Donc on a cité ceux qui étaient bons, et ceux qu'on connaît bien, ceux avec lesquels on a les meilleurs résultats. Et en suivant la concentration, c'est 2 à 4 bouchons. C'est vraiment très très intéressant. On commence 1 ou 2 jours avant la chimio, et on continue pendant 6, 7, 10 jours, voire pendant toute la chimio, tout le protocole, ça dépend des nausées. Mais sachez vraiment que le desmodium, vous pouvez l'utiliser sans aucune crainte. Certains cancérologues disent il ne faut pas l'utiliser pendant les chimios. Je vous assure, vous êtes obligé de me faire confiance, là je n'ai pas d'études à vous montrer immédiatement, mais que c'est une croyance. Le desmodium, ça fait 40 ans qu'on l'utilise. On sait que ça n'empêche pas la chimio d'agir et que ça n'a aucun effet néfaste. On en donne aux femmes enceintes, on en donne aux enfants. C'est une plante qui a été largement étudiée par son découvreur qui s'appelle Pierre Tubéry, qui est un médecin de Toulouse. Et franchement, vous pouvez, on n'a aucun risque là-dessus. On a beaucoup d'autres choses dans le foie. On a 2 autres plantes qu'on adore, qui est le chardon-marie et le chrysanthellum. C'est vraiment 2 plantes hépatiques très importantes en chimiothérapie, parce que le chrysanthellum, ça protège aussi le foie, et le chardon-marie, ça le répare. Donc on utilise très souvent chardon-marie et chrysanthellum après le desmodium, en relais du desmodium. L'acupuncture peut être efficace. N'hésitez pas à consulter un acupuncteur quand on fait des chimiothérapies. Et puis sinon, il y a l'homéopathie, pour ceux qui n'aiment pas les plantes, parce qu'on n'aime pas parfois le goût des plantes. Donc il y en a beaucoup. J'en ai cité, bon, c'est pour juste vous dire, il y en a beaucoup. On n'est pas là pour faire de l'automédication spécialement, mais on sait agir sur les nausées, vraiment de façon intéressante. Et on peut faire des diètes. Et ça, c'est intéressant puisqu'il a été montré, et là il y a des études tout à fait scientifiques pour ça, que quand on fait des diètes, voire des jeûnes, au moment de la chimio, c'est-à-dire la veille, le jour et le lendemain de la chimio, eh bien on réduit de 50% les effets secondaires. Surtout les effets secondaires en termes de nausées, de système digestif, de fatigue, etc. Donc les gens tolèrent beaucoup mieux la chimio quand ils font des diètes. Alors, on fait souvent des diètes au potage, des diètes au jus de légumes, voilà. Ou bien éventuellement des jeûnes pour ceux qui aiment ça et qui savent jeûner sans problème. Mais les diètes sont très intéressantes. Voilà. Pour le deuxième point qu'on traite systématiquement et qui est facile à traiter et qui est très fidèle, c'est le traitement de l'intestin. Parce que les chimiothérapies détruisent en partie la flore, détruisent en partie la muqueuse intestinale, surtout qu'en plus on donne la cortisone avec les chimiothérapies, et on a souvent des constipations et ou des diarrhées, hein, l'un, l'autre ou les deux, et on a vraiment des choses qui sont vraiment efficaces. En plus, l'intestin, au-delà de l'inconfort que les gens vont avoir, c'est le centre de la santé. C'est peut-être le premier centre, après évidemment la moelle osseuse, je la montre là, j'ai tort, elle est dans la crête iliaque entre autres, la moelle osseuse qui fabrique les globules, mais à part cette moelle osseuse qui fabrique les globules, l'intestin c'est le principal centre de notre immunité. C'est dans l'intestin, c'est à travers l'intestin qu'on va fabriquer un certain nombre d'anticorps. Par exemple, 80% des anticorps que vous avez dans les poumons, protègent vos poumons des microbes, sont fabriqués dans l'intestin. Et donc, c'est vraiment essentiel d'avoir un intestin sain. Et pourtant, malheureusement, la chimio va vraiment détruire cette flore. Donc, on va donner ce qu'on appelle les probiotiques. Vous savez ce que c'est les probiotiques, probablement, hein, ces bactéries qui vont réensemencer notre intestin, favoriser le développement d'une bonne flore. Et on va parfois donner des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est des fibres qui favorisent le développement d'une bonne flore. Et quand on associe le pro et le prébiotique, ça s'appelle un symbiotique. La chlorophylle, c'est un aliment naturel que j'adore, qui n'est pas toujours très bien connu. Autant les probiotiques, vous en avez entendu parler certainement, tous les journaux en parlent. La chlorophylle, assez peu. Or, c'est un aliment formidable. On en parle parce qu'on parle souvent de la spiruline. La spiruline, une partie de l'action de la spiruline, c'est lié à la chlorophylle, mais pas seulement. La spiruline, c'est des protéines, c'est du fer, c'est autre chose. Mais on peut utiliser de la chlorophylle pure, qu'on va tirer de l'ortie ou de la luzerne, par exemple, et qui est un aliment qui assainit l'intestin de façon formidable. On a un autre aliment, un autre produit naturel plutôt, qui fait la même chose, c'est le charbon végétal activé. Je pense que vous avez beaucoup plus entendu parler du charbon végétal activé. Le problème du charbon végétal, c'est que c'est un formidable détoxifiant, mais alors il chélate tout.
Donc il ne faut jamais le prendre au moment des médicaments, des autres, parce que ça empêche l'absorption des médicaments. Il ne faut pas le prendre au moment des repas, parce que ça empêche l'absorption des minéraux et des vitamines. Donc le charbon végétal activé, qui est vraiment un médicament naturel, je ne sais pas comment appeler ça, formidable. Vraiment, on sous-estime l'intérêt du charbon activé, justement par rapport à son effet détoxifiant, mais ce n'est pas facile à utiliser, surtout dans les chimiothérapies. Parfois, ça peut constiper le charbon en plus. La chlorophylle est beaucoup plus intéressante pendant les chimiothérapies et elle a cet effet aussi un peu détoxifiant. Ça absorbe les gaz, ça améliore le confort intestinal, c'est absolument formidable. La curcumine va être utilisée pour l'inflammation digestive. Peut-être vous avez déjà lu ou entendu dire que le curcuma ou la curcumine était un anti-inflammatoire pour les douleurs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'effet anti-inflammatoire du curcuma n'existe que dans l'intestin. Le hasard des dates fait que j'étais avec un ami rhumatologue aujourd'hui, on avait une réunion de travail ce matin, et on a parlé de ça justement, et il me confirmait mon impression aussi. On a tous essayé le curcuma à forte dose, c'est pas très efficace sur les articulations. Par contre, l'inflammation de l'intestin, oui. La cannelle, alors la cannelle c'est l'huile essentielle, et on peut utiliser la poudre de cannelle aussi, pour assainir l'intestin, parce que dans l'intestin, il y a la bonne flore et la mauvaise flore. La mauvaise flore, elle doit être sous-dominante, elle doit être dominée par la bonne. Et quand la mauvaise flore prend trop d'importance, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Et c'est trop long à vous expliquer, probablement trop compliqué à vous expliquer d'ailleurs, mais cette dysbiose est une source de pathologies multiples très importantes. C'est vraiment, quand on dit que l'intestin est un centre de la santé, c'est aussi parce que c'est un centre de maladie ou de genèse de maladie. Et le déséquilibre de la flore, le fait d'avoir trop de la mauvaise flore, c'est vraiment quelque chose qui entraîne beaucoup de problèmes de santé divers et variés. Et c'est ce qui se passe avec les chimios. Et la cannelle, ça assainit l'intestin à ce niveau-là, la chlorophylle aussi. Et il faut savoir utiliser ces produits-là, c'est très intéressant. Il y a un truc particulier, très naturel, qu'on appelle la L-glutamine. Vous avez peut-être déjà entendu parler, ou on peut appeler ça la glutamine tout simple. La glutamine, c'est un acide aminé, donc c'est tiré des protéines, qui va permettre à l'intestin de se réparer. Donc ça, c'est pour la réparation de la muqueuse, mais c'est très important aussi. C'est ce qu'on donne dans les problèmes de perméabilité, d'excès de perméabilité intestinale. On peut avoir des antispasmodiques, on peut avoir des médicaments chimiques. Ne croyez pas que, parce que je suis homéopathe, je n'utilise jamais de produits allopathiques. Les IPP, vous savez, c'est les anti-ulcéreux comme le Mopral, le Lanzor, l'Inexium, pour ceux qui connaissent ces médicaments. Eh bien, quand on fait des chimios, des fois, on est obligé de passer par ces médicaments. Parce qu'on est face à des médicaments, les chimiothérapies, qui sont très agressives et qui, en plus, sont toujours associés à la cortisone, qui agresse beaucoup l'estomac. Donc, il faut savoir, il ne faut pas hésiter, au moment des chimiothérapies, d'utiliser certains médicaments plus forts si on a vraiment des effets secondaires importants. Mais il existe plein de choses pour traiter les gastrites. Il y a l'aloe vera, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. On a un produit qui s'appelle le colostrum aussi, peut-être vous connaissez, qui est issu du lait de vache, mais qui est un peu particulier, qui aide à la cicatrisation de l'estomac. Puis l'homéopathie marche bien aussi. Et donc l'aloe vera qu'on peut donner. Mais quelquefois, c'est insuffisant, il faut donner des anti-ulcéreux. Le bicarbonate aussi, donate c'est une eau, on va oublier, qui est riche en bicarbonate, mais le bicarbonate peut être intéressant aussi. Vous savez, le bicarbonate, c'est pour lutter contre l'acidose, et les chimiothérapies créent un terrain très acide. Et pour lutter contre ce terrain très acide, on peut utiliser le bicarbonate, ça ne coûte pas cher, c'est facile. Ça peut être de l'eau riche en bicarbonate, comme l'eau de Vichy, mais tout le monde n'aime pas les bulles. Et sinon, on peut utiliser de la bicarbonate en poudre qu'on va mettre dans de l'eau. En général, on met une demi-cuillère à café rase de bicarbonate dans un verre d'eau. C'est un peu salé, c'est pas très bon, mais c'est très très efficace. Voilà, on a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc on dira, malgré tous ces exemples, il y a trois choses simples que tout le monde peut faire. Et là, je suis contre l'automédication, surtout dans le cancer, mais ça, honnêtement, tout le monde peut le faire sans risque. C'est de prendre des symbiotiques, donc des probiotiques et des prébiotiques, de la chlorophylle, on peut même les alterner, ça ne fait pas beaucoup de choses à prendre, ça ne coûte pas cher du tout, et du desmodium. Et ça, c'est la prise en charge de base des chimiothérapies. Juste ça déjà, les gens vont avoir un meilleur confort et vont déjà mieux vivre leur chimio. Un autre point, ce sont les soins de bouche. Il y a beaucoup de problèmes de bouche avec les chimiothérapies. Il y a beaucoup d'aftes, beaucoup de ce qu'on appelle le mucite, d'inflammation de la bouche, donc des stomatites.
Et ça, c'est aussi assez facile à prévenir. Je vous donne un petit truc. Bon, ça, c'est quand je fais de l'enseignement un peu plus complet, mais j'adore citer cet élément-là, parce que les services de cancérologie le savent, mais oublient parfois de vous le dire. Si vous avez tendance à avoir, je dis vous, si vous êtes malheureusement concerné par une chimio, si le patient a tendance à avoir des mucites, des inflammations de la bouche, eh bien, il faut sucer des glaçons pendant la chimio. Ça réduit, vous voyez ici, aux premières cures, ça divise par 2 le risque. Les mucites, c'est l'inflammation et l'infection de la bouche par des champignons. Hein. Et vous voyez qu'on va diviser pratiquement par 4, 3,5 le risque juste en suçant des glaçons pendant les chimios. Donc sachez-le, c'est des choses que les services de cancéro connaissent, mais souvent ils n'ont pas de glaçons à vous fournir, donc il faut venir avec nos glaçons et dans un thermos. À côté de ça, le bicarbonate, encore une fois, un produit simple, pas cher, qui est utile pour plein de pathologies, mais vous devez peut-être le savoir déjà, si vous voulez prendre soin de votre bouche, si vous voulez assainir votre bouche, utilisez des bains de bouche au bicarbonate, brossez-vous les dents avec du bicarbonate, après vous êtes brossé les dents avec votre dentifrice, avoir rincé. C'est excellent. Tout le monde devrait faire ça de temps en temps, de prendre du bicarbonate, au moins en bain de bouche, le soir, après vous êtes brossé les dents. Ça assainit énormément la bouche. Les gencives souffrent beaucoup du pH acide, et le bicarbonate, ça lutte contre ce pH acide. Donc vraiment, ça, on devrait tous le faire. Mais alors que si en plus on a des chimiothérapies, c'est encore plus utile. Alors, officiellement, je vous dis, officiellement, c'est à 14 pour 1000, donc ça correspond à une cuillère à café dans un verre d'eau, en gros. Personne ne mesure du 14 pour 1000. Ça, c'est quand on prescrit, les médecins prescrivent. Alors, vous allez acheter votre bouteille de bicarbonate à 14 pour 1000 en pharmacie. On s'en fiche. Vous achetez du bicarbonate dans la droguerie près de chez vous. Même en grande surface, on en trouve, puisqu'on en utilise pour l'alimentation, hein, pour la cuisine. Et vous mettez en gros une cuillère à café rase dans un verre d'eau et vous faites votre bain de bouche comme ça. On peut rajouter, pour ceux qui font de la phytothérapie, de la teinture mère de calendula ou de phytolacca, mais honnêtement, le bicarbonate, ça marche très bien, déjà tout seul. Et voilà, et donc on va assainir la bouche, tout simplement, faire des bains de bouche après chaque brossage. Et c'est très simple, on oublie simplement de le dire aux gens, et je vous assure, c'est 50% d'amélioration. Voilà, on crache et classiquement on rince à l'eau froide, bon, enfin ça c'est honnêtement, on s'en fiche un peu. On peut l'avaler le bicarbonate, hein, donc c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de rincer de façon... et ça je laisse tomber. On peut rajouter de l'eau oxygénée. Alors ça, c'est quand on a des symptômes. Ça, c'est pas pour la prévention. Le bicarbonate, on peut tous le faire. L'eau oxygénée, c'est si vraiment on a des lésions dans la bouche. Les dentistes, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ces conseils par leur dentiste, font souvent faire des bains de bouche à l'eau oxygénée, mais c'est quand même très particulier. Donc je vais un petit peu plus vite, mais c'est quand on a des croûtes et des peaux, ça a un effet de détertion. Donc c'est évidemment quand on commence à avoir des problèmes de bouche plus importants. Ça se fait avec de l'eau oxygénée classique. Le 10 volumes, c'est la classique, c'est celle qu'on utilise tout le temps. Voilà. Et ça, par contre, il ne faut pas l'avaler. Et il ne faut pas le faire en continu. Il faut le faire de temps en temps. Et on a, je vous cite 2 produits parce que je les adore. D'ailleurs, moi, j'en utilise très souvent pour moi, pour assainir. C'est un produit qui s'appelle Cantabuccal, qui est riche en colostrum et en huile essentielle. Parce qu'on peut utiliser beaucoup d'huile essentielle. On peut utiliser aussi la propolis, évidemment, dans la bouche. Mais ça se trouve facilement Cantabuccal, ça ne coûte rien du tout sur Internet. Et c'est une pâte dentaire, une pâte gingivale qu'on va appliquer sur les endroits inflammés ou abîmés. Et ça assainit la bouche après s'être bien sûr rincé au bicarbonate. Donc pour les gens qui ont des gingivites, quand on commence à avoir de l'inflammation, des gingivites, etc., c'est formidable. C'est des huiles essentielles très efficaces avec le colostrum qui favorise la cicatrisation. Il y a un autre produit dans la même marque qui s'appelle Cantabugas, mais c'est plutôt pour cicatriser. Bon, ça, on l'utilise moins souvent, c'est plutôt sur prescription médicale, mais le Cantabuccal marche très très bien et c'est un des produits les plus simples que je connaisse. Ça ne coûte rien du tout. Alors après, sachez-le, je voulais juste vous le dire, ce n'est pas pour vous demander de le faire, parce que ça, il faut être médecin, et c'est sur prescription médicale. Mais là aussi, comme tout à l'heure pour l'estomac, il ne faut jamais hésiter à utiliser un produit allopathique si on a des mucites. Les mucites, c'est des champignons dans la bouche. Donc tout ce que je vous ai montré là, les bains de bouche, traiter l'intestin, le bicarbonate, les glaçons, même le Cantabuccal, c'est des choses pour éviter que ça arrive. Mais si la mucite arrive, c'est-à-dire qu'on a vraiment la mycose dans la bouche, hein, on appelle ça du muguet chez les enfants, mais c'est plus que du muguet, il faut utiliser la plupart du temps un médicament allopathique. Parce que sous chimiothérapie,
c'est presque impossible à guérir. On aimerait que ça soit le contraire, mais c'est trop difficile. Autant je sais le faire sans allopathie quand c'est une petite mucite chez quelqu'un qui n'a pas de chimiothérapie, mais quand on a une chimiothérapie, c'est très compliqué. Donc on va utiliser ou des bains de bouche avec des antifongiques ou un médicament qui s'appelle le triflucan. Mais je l'ai laissé, cette diapo, juste pour vous dire, voilà, il ne faut pas avoir peur d'utiliser de temps en temps de l'allopathie quand c'est nécessaire, parce que quelqu'un qui a une mucite, c'est une semaine d'enfer. On ne peut pas boire, on ne peut pas manger, on a mal tout le temps, enfin, c'est vraiment, et on se dénutrit parce qu'on n'arrive plus à manger. Voilà, des glaçons, le brossage, évidemment, avec le bicarbonate systématiquement, le cantabuccal assez systématiquement. Voilà, ça c'est vraiment le truc de base. Ça marche super bien et bon, c'est vrai aussi si vous avez des gingivites sans chimiothérapie, hein, c'est pareil. Il existe plein d'autres produits pour la bouche et on peut utiliser donc les probiotiques et la chlorophylle en bain de bouche. Alors c'est spécial, on a un peu les dents vertes après, mais sincèrement, c'est intéressant pour assainir la bouche. Et sinon, l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc je l'ai laissé pour la fin. Quand on a une mucite, on pourrait essayer le pépin de pamplemousse. Moi, je le fais souvent, évidemment, s'il n'y a pas une chimiothérapie, il y a juste un muguet. Mais quand on a une chimiothérapie, je vous dis sincèrement, c'est souvent pas suffisant. Donc je donne d'abord de l'allopathie pendant quelques jours, je règle le problème, et après, j'entretiens avec le pépin de pamplemousse pour éviter la récidive. Et ça marche très bien, mais dans les périodes aiguës, ça peut être insuffisant. Et il existe beaucoup d'homéos. Alors je les cite comme ça, et qui sont très fidèles, marchent très bien sur les stomatites. Sachez-le pour vous si vous en avez des fois. On est sans chimiothérapie, ça existe, hein, d'avoir des aftes, ça marche très très bien. Et ça me permet simplement, parce que je ne suis pas là pour vous apprendre de l'homéopathie, de vous dire qu'il y a un autre livre, j'aurais pu mettre la photo, pour ceux qui s'intéressent à l'homéopathie, qui est le livre du docteur Jean-Lionel Bagot, qui a fait le livre de référence, j'ai envie de dire la Bible, enfin le livre de référence sur les soins de support en cancérologie avec de l'homéo. C'est que de l'homéo, donc c'est pour les gens qui s'intéressent à l'homéo, et on est dans les soins de support, c'est-à-dire que c'est un livre fait pour les gens qui ont une maladie, ou qui... Voilà. Le livre qu'on a écrit, il y a beaucoup de choses sur la prévention, beaucoup de choses sur l'alimentation, ça concerne les gens même quand on n'est pas malade. Ça, c'est vraiment uniquement quand on a une maladie, du diagnostic jusqu'à l'opération, enfin jusqu'à la rémission, pardon, en passant par l'opération, la chimie, la radiothérapie. Bon. Mais s'il y a des thérapeutes dans la salle ou des gens qui s'intéressent vraiment à l'homéopathie, ce livre, c'est la Bible à connaître et à avoir pour ça. Voilà. Alors, je vais aller un peu vite maintenant parce que je voudrais vous laisser le temps de poser quelques questions. Mais on peut soutenir le globule blanc, globule rouge et plaquettes, surtout globule blanc et plaquettes, avec un produit. Alors, bon, je suis obligé de citer une marque parce que il n'y en a qu'un seul en Europe. Après, il y en a un autre aux États-Unis. Mais ce qu'on appelle les fragments d'ARN, c'est le traitement naturel le plus génial pour augmenter les globules blancs et les plaquettes. Donc je le cite toujours, même si en Europe on n'en a qu'un seul. Et je dis en Europe parce qu'ils ne sont même pas en France, ils sont au Luxembourg. Mais sachez-le. Alors c'est mieux de le faire ça sous contrôle médical. Je ne vous conseille pas de faire ça en automédication, même si c'est un produit sans aucun danger, mais vraiment strictement aucun effet secondaire. Mais bon. Et on donne ça systématiquement. Donc je voulais vous le citer parce que c'est intéressant de savoir que ça existe. On en a parlé largement dans le livre parce que c'est tellement fidèle, c'est tellement utile sur les plaquettes et les globules blancs, ça ne marche pas sur les globules rouges, que j'aime beaucoup citer ce produit et dire voilà, on peut faire des choses. C'est des produits un peu particuliers, c'est tiré des travaux de Beljanski pour ceux qui connaissent, mais c'est vraiment un traitement très fidèle et vraiment très facile à utiliser. Et l'autre élément, c'est la propolis. Alors ça, j'aime bien parce que ici, je suis sûr qu'un certain d'entre vous utilisent déjà la propolis pour différentes indications. Alors ça, c'est une des merveilles de la nature, la propolis. C'est vraiment extraordinaire. Je l'utilise pour plein de raisons. Évidemment, c'est un grand antibiotique qu'il faut savoir utiliser l'hiver. Moi, je me traite très facilement avec la propolis. Tout à l'heure, je disais, on peut aussi utiliser la propolis pour les aftes dans la bouche. Et ça a une action vraiment antibiotique, mais aussi un peu antimycose, mais moins puissant que le pépin de pamplemousse. Le pépin de pamplemousse est meilleur. Et puis sur certains virus aussi. Ça a une action anti-inflammatoire, mais il se trouve qu'il y a des travaux très sérieux qui ont montré que ça soutenait la moelle osseuse pendant la chimiothérapie.
Je vais vous montrer ça juste après. Ça a même un effet de potentialisation. Il y a des très beaux travaux sur cancer de la prostate et propolis qui montrent que l'utilisation de la propolis à un certain niveau, eh bien, ça permet de lutter contre le cancer de la prostate. Ça a été fait pour la prostate. C'est vrai certainement dans d'autres cancers. Donc c'est vraiment un aliment ou un médicament ou un nutriment, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui est vraiment, vraiment merveilleux. Miraculeux, j'aime pas trop, merveilleux. Alors par contre, on a démontré que ça a une action un peu retardée, donc on donne ça avant la chimio. On donne ça 10-15 jours avant les chimios, on a des protocoles, je vais vous montrer juste après. Et donc c'était juste pour vous montrer, vous voyez, quand on donne, c'est un cancer chez la souris, hein, c'est une étude, hein, eh bien si on donne, alors excusez-moi, je le retrouve, si on donne que la propolis toute seule, bah, évidemment la propolis ça ne guérit pas du cancer, toutes les souris meurent. Si on donne une chimiothérapie, ça s'appelle l'irinotecan, toute seule, eh bien, les souris meurent plus tard, mais elles meurent. Et si on donne les deux, eh bien, il y a une partie des souris qui ne meurent pas. Ça, c'est une étude vraiment qui est très surprenante et qui montre l'intérêt de la propolis en synergie avec la chimiothérapie. Et après, on a ici la chute des globules blancs. Ben, vous voyez, c'est 5-fluorouracil, le 5-FU, c'est une chimiothérapie très fréquente. Quand on donne des 5-FU, eh bien, les globules blancs, ça c'est le blanc, chutent complètement. Ça, c'est le taux normal chez l'eau témoin. Si on donne la propolis, eh bien, ça chute moins, vous voyez, on va dire 2 fois moins. Donc, c'est intéressant. Et pareil pour les globules rouges, mais les globules rouges, pour être très sincère, ce n'est pas spectaculaire. Voilà, c'est la même chose. La propolis, il faut savoir en prendre suffisamment pour que ça marche. Et en fait, vous avez ici ça, c'est 200 à 400 mg par jour en entretien. Et c'est par contre 600 à 1200 mg. Donc en sachant qu'une gélule de qualité c'est 200 mg, il faut facilement 6 gélules par jour et on donne 10 jours sur 20, vous voyez, pour environ. Voilà, ça je vais passer, parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est la mycothérapie pour finir. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la mycothérapie, les champignons, la thérapeutique pour les champignons. C'est quelque chose à connaître. J'avais envie de vous en parler pour finir, parce que il n'y a quasiment pas d'effets secondaires et il y a des très très beaux travaux sur la mycothérapie qui est très utilisée en Allemagne, qui nous vient beaucoup de l'Asie. Les Asiatiques ont beaucoup utilisé les champignons pour traiter. Et je voulais juste vous citer donc 4 champignons, je crois, j'ai prévu. Le reishi, vous avez déjà entendu parler du reishi, qui est le Ganoderma. Renseignez-vous, regardez sur Internet, mais c'est un champignon immunostimulant, anticancéreux. Il y a plein d'études dessus. C'est vraiment intéressant. Et donc, on a vraiment des effets de ce reishi sur plein de facteurs. Bon, c'est un peu du chinois pour vous, probablement, mais on a plein de facteurs de la cancérogénèse contre lesquels le reishi va lutter. L'autre, c'est le Coriolus. Il est moins connu, Coriolus, que le reishi. Et il est complémentaire. C'est un grand anticancéreux aussi et un immunostimulant. Donc, à connaître. Et les 3 autres, j'en ai mis 3 un autre. Le plus connu de tous, c'est le maïtake. Mais le maïtake est moins anticancéreux que le reishi. Hein, le maïtake. Par contre, c'est un grand immunostimulant. C'est celui qu'on donne dans les rémissions, qu'on donne dans les préventions. En plus, le maïtake, il a un intérêt, c'est qu'il est psychostimulant. On appelle ça, c'est un champignon adaptogène. Il donne du dynamisme. Donc, c'est un très, très beau champignon pour les gens qui sortent d'un cancer. Ça, c'est très intéressant. Un champignon un petit peu à part, mais je le cite toujours parce que la pleurote, il y a des travaux sur la prostate. On donne un peu sur le sein, mais sur la prostate. Et tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la propolis. Donc, vous voyez, on a pas mal de choses pour agir sur la prostate quand les gens ont des situations de pré-cancer. Et le dernier, c'est le shiitake. Le shiitake, c'est l'immunostimulant général, on va dire, qu'on utilise dans les cancers. Voilà. Je vous montre juste ce que ça donne en résumé. Vous voyez, dans une chimiothérapie, comment on fait? On va donner du desmodium. Alors là, c'est une chimiothérapie, et ça, c'est la chimiothérapie suivante 3 semaines après. Vous voyez, c'est toutes les 3 semaines dans un cancer du sein. On va donner du desmodium pendant une dizaine de jours, et on va faire une pause. On va donner des symbiotiques et de la chlorophylle. On va donner les fameux fragments d'ARN. Puis on va donner un peu de propolis. Voilà, ça, c'est le truc de base. Et on fait ce qu'on appelle des traitements rythmés. On ne prend pas beaucoup de choses. Ça ne coûte pas très cher. Et on peut vraiment aider les patients à aller mieux, à traverser cette chimiothérapie.
et avec des choses très naturelles, avec zéro effet secondaire. Il n'y a pas de contre-indication avec les chimios, il n'y a pas d'interaction avec les médicaments. Voilà, je vous ai mis que des choses où il n'y a aucun risque. Après, il y a des choses plus compliquées que j'ai citées, mais c'est pour dire qu'on peut vraiment accompagner les patients et ça fait vraiment une différence. Nous, on a beaucoup d'expérience sur le sujet, mais les gens, j'ai envie de dire malheureusement et gentiment, les gens on parle beaucoup autour d'eux et je dis malheureusement parce qu'on a trop de patients maintenant et on a malheureusement, on est de moins en moins de médecins en France, vous le savez peut-être. C'est pour ça que je fais beaucoup de formations pour qu'il y ait de plus en plus de médecins qui utilisent ces techniques simples, qui sont adaptées à tout le monde, à toutes les chimiothérapies, à tous les cancers. Donc on peut vraiment faire des choses. Mais la plus importante, c'est que la démarche vienne de vous, c'est-à-dire vienne du patient. C'est important que les patients s'investissent dans leur maladie, se posent des questions et fassent les démarches qu'on a vues au départ sur l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Et aussi qu'on les aide. Ici, il y a peut-être des gens qui ont eu des cancers, mais il y a aussi des gens qui peuvent être des aidants. Et les aidants sont très importants pour la lutte contre le cancer chez un patient, parce que c'est des gens qui ont besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être entourés, d'être accompagnés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien et qui est vraiment efficace de façon significative. Je vous remercie beaucoup d'être resté si tard et de m'avoir écouté.